Salut YouTube et bienvenue pour cette vidéo Red List. Dans le monde d'Hollywood, être un bon film n'est pas forcément gage de faire un carton au box-office. Loin de là. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 5 films de science-fiction qui, malgré de grandes qualités, n'ont pas réussi à cartonner au box-office. Dans la même veine, nous nous intéresserons aussi à savoir pourquoi ces films ont raté le coche. C'est parti! Et juste avant de commencer, si vous êtes passionné de cinéma, de science-fiction et de technologie, alors n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification concernant la chaîne. En 5e position, nous avons Pandorum. Sorti en septembre 2009 et réalisé par Christian Alvart, il met en scène Ange Troe dans le rôle de Nadia, Ben Foster en tant que le caporal Bauer et Dennis Quaid sous les traits de Peyton. Le film nous plonge dans l'atmosphère suffocante de l'Elysium, vaisseau interstellaire en route pour Tanis, planète qui représente le nouveau refuge de l'humanité. Pendant le voyage, le caporal Bauer se réveille de son sommeil cryogénique et amnésique, il découvre que l'Elysium est non seulement dans un bien mauvais état, mais est aussi devenu l'antre de créatures humanoïdes cannibales. Bauer a maintenant 2 missions, remettre sur pied le réacteur du vaisseau et surtout, lever le mystère de ce qui s'est passé durant son sommeil. Le tout en tentant d'échapper au Pandorum, maladie psychologique qui n'est autre qu'une conséquence de l'hypersommeil et de l'exposition aux longues périodes de voyage spatial. Pandorum mélange sympathiquement science-fiction et horreur, un peu à la manière du premier Alien. Il s'avère aussi assez surprenant, autant côté scénario que côté ambiance qui tend parfois à rappeler celle du dérangeant Event Horizon de Paul Anderson. Le fil de l'intrigue se tisse intelligemment pour finalement conduire à un cliffhanger à la fois inattendu et intéressant. Le dénouement laisse non seulement bouche bée, mais réclame aussi très justement une suite. Et cette suite, nous ne l'aurons sûrement jamais, car Pandorum n'a rapporté que 20,6 millions de dollars sur les 33 millions de budget alloués au film. S'il avait fonctionné, on aurait eu droit à une saga, et on ne promettait rien de moins qu'une suite et une préquelle. Malgré quelques problèmes, certains concepts visuels discutables, Pandorum reste un bon divertissement qui aurait sûrement mieux marché si sa campagne marketing avait reçu plus d'attention. Une attention qu'Overture Films, la société de distribution, a été incapable d'apporter, nageant dans la banqueroute à l'époque. Jamais vous vous en sortirez. En 4e position, nous retrouvons la stratégie Ender. Le film aurait dû être la grande entrée au cinéma de la populaire saga livresque écrite par Orson Scott Card. Cette entrée au cinéma, elle s'est faite en novembre 2013 et c'est Gavin Hood qui s'est aussi occupé de X-Men Origins Wolverine que l'on retrouve à la réalisation. Le long métrage met en scène Asa Butterfield dans le rôle d'Ender Wiggin, Harrison Ford dans celui du colonel Graff et Ben Kingsley dans celui de Mazer Rackham. En somme, un casting de haut vol. La stratégie Ender nous amène dans un univers à la fois post-apocalyptique et dystopique dans lequel Ender Wiggin, jeune garçon d'une quinzaine d'années, se voit envoyé dans un camp militaire spatial. Il doit y développer ses talents de prodige de la stratégie afin de faire partie de la riposte contre les Formix, race extraterrestre insectoïde qui aurait pu détruire la Terre 70 années auparavant sans l'intervention du très courageux Mazer Rackham. En plus d'avoir la lourde tâche de faire face à ses propres limites, Ender va aussi devoir affronter des rivaux de haut niveau, prêts à tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ender's Game avait un potentiel monstre, disposant d'un univers à la fois riche et étendu. De plus, sa bande-son épique a été composée par rien de moins que le sieur Steve Jablonsky, fameux compositeur de la musique de la saga Transformers. Le film aurait dû être l'initiateur de la production de pas moins de 4 suites au cinéma, mais l'entrée de la saga sur grand écran sera aussi malheureusement sa sortie. Le long métrage n'a en effet rapporté que 125,5 millions de dollars au box-office, une somme plutôt ridicule face aux 110 millions de dollars qui ont été injectés dans la production. Les raisons avancées de cet échec, une adaptation dite trop peu fidèle à son matériau d'origine, c'est qui aurait déçu les fans d'Orson Scott Card. Le film reste cependant captivant et, même s'il a échoué au cinéma, l'histoire aurait mérité d'être au moins continuée en tant que série TV. Il y avait largement assez de substance pour. Alors je ne suis pas le premier. Non. Mais tu seras le dernier. En 3e position, nous parlerons de Dredd. Reboot du film sorti en 1995 avec Sylvester Stallone, Dredd débarque dans les salles obscures en septembre 2012. Le film est réalisé par Pete Travis et met en scène Karl Urban dans le rôle du juge Dredd, Oliver Stillby dans celui de la jeune recrue Cassandra Anderson et enfin Lina Headey dans celui de Madeline Mama Madrigal. Tout comme la stratégie Ender, Dredd nous emmène dans un univers à la fois dystopique et post-apocalyptique. Mais cette fois-ci,
celui-ci est doté d'une atmosphère sombre et empreint d'une violence démesurée. En effet, la criminalité à Mega City One est devenue si prolifique que les policiers ont maintenant le droit légal d'être à la fois jurés et juges, pouvant ainsi condamner immédiatement à mort les criminels et ainsi les exécuter sur place. Lors d'un contrôle de routine, le meilleur d'entre eux, le juge Dredd, est envoyé avec la nouvelle recrue Cassandra Anderson sur le territoire de la plus dangereuse vendeuse de drogue de la ville, Madeleine Madrigal, dite Mama. Une joute mortelle s'engage alors entre Dredd et Mama, épaulée par ses sbires. Avec le Dredd de 2012, on peut oublier le côté bon enfant du Dredd de 1995. La nouvelle itération ne fait pas dans la dentelle et est clairement destinée à un public adulte. La classification mature a permis au réalisateur Pete Travis de s'en donner à cœur joie, laissant exploser le cynisme de Dredd dans des effets au ralenti empreints d'un gore bien sanglant et teinté de sueur. Malgré un scénario finalement très simple voire simpliste, ce nouveau Dredd dispose de personnages hauts en couleur et d'une excellente mise en scène qui se veut efficace et dynamique. Des qualités qui auraient dû en faire un gagnant sur grand écran. Eh bien, c'est raté mon bon monsieur et il faudra repasser à la caisse. Dredd n'a en effet emmagasiné que 41,5 millions de dollars au box-office mondial, soit 8,5 millions de moins que son budget de production total de 50 millions. Et la faute à qui, je vous prie? À un marketing bancal qui n'aura pas assez sonné la cloche pour faire connaître le film avant sa sortie en salle. Il semblerait aussi que le comics sur lequel se sont basées ces adaptations n'ait pas vraiment de chance sur grand écran. Le Dredd de Stallone aussi ayant fait un bid au cinéma avec seulement 113 millions rapportés sur un budget de près de 90, conduisant justement à ce reboot de 2012. Le box-office a encore une fois prouvé que la loi, c'est bien lui. Tu as trahi la loi! La loi! En deuxième position, nous avons John Carter. Autre sortie de 2012, John Carter est arrivé en salle en mars de la même année. La réalisation a été confiée à Andrew Stanton, qui s'est entre autres occupé de Wall-E en 2008. Comme acteurs principaux, on retrouve le charismatique Taylor Kitsch en tant que John Carter, Lynn Collins dans le rôle de Deja Torres et Willem Dafoe dans celui de Tar Starkas. Le scénario nous amène en 1881, où le capitaine John Carter, devenu chasseur de trésors après la guerre, a soudainement rendu l'âme. S'il ne peut malheureusement plus transmettre sa passion de la découverte à son neveu Edgar, il lui laisse tout de même une fortune colossale et bien plus important, son journal de voyage. Dans ce journal, Edgar découvre les épopées fantastiques de son oncle et plus particulièrement celle qu'il a soi-disant conduite sur la planète Mars. John Carter fait partie de ces films qui vous font plonger dans une atmosphère envoûtante, mélange assez bien dosé entre science-fiction, fantasy et aventure, le tout sur un ton à la fois enjoué et drôle. Vous savez, le genre d'atmosphère qui laisse un sourire sur le visage et donne envie d'en savoir plus sur l'univers que vous venez de découvrir. Eh bien, cet univers envoûtant, dans lequel nous invitait John Carter, on ne le parcourra malheureusement qu'une seule fois, le film étant considéré comme l'un des bids les plus retentissants de Disney. En effet, le long métrage a perdu plus de 200 millions de dollars au box-office mondial. Il en avait coûté près de 350, frais marketing compris, et n'en a rapporté que 284, ce qui est très loin de pouvoir couvrir les frais engagés. Cet échec, qui serait imputé à des éléments marketing maladroits de Disney, il aurait été préférable que le film se nomme John Carter de Mars et non tout simplement John Carter par exemple, a très naturellement découragé de faire les deux autres suites qui avaient été prévues si le film cartonnait. Et ces suites, on est absolument sûr qu'elles ne se feront pas, du moins sous l'égide de Disney, qui a perdu en 2014 les droits en faveur de la société Edgar Rice Burroughs. Cette société porte le même nom que l'auteur de la nouvelle de 1912 d'où le film a été tiré, j'ai nommé Une princesse de Mars. Et pourtant, John Carter reste un bon, voire excellent divertissement, qui s'il a certes quelques défauts, comme une intrigue parfois un peu floue et un certain manque de rythme, mérite tout de même sa place au tableau des films SF à savourer. Et qui sait, peut-être qu'un studio intrépide nous fera le plaisir dans quelques années de lancer la production d'un reboot, qui je l'espère, sera empreint de la même qualité visuelle que le film de 2012. Restez derrière moi. Ça peut devenir dangereux. En première position, nous retrouvons le cultissime Blade Runner. Réalisé par le talentueux Ridley Scott, le film atterrit dans les salles en juin 1982. Dans le rôle principal de Rick Descartes, nous avons Harrison Ford, feu Rutger Hauer dans celui de Roy Batty, et enfin Sun Young dans celui de Rachael. Le long métrage se projette en 2019, encore une fois dans un monde post-apocalyptique et dystopique. Depuis leur insurrection, les réplicants, êtres vivants semblables aux humains, mais génétiquement conçus par la société Tyrell, n'ont plus le droit de séjourner sur Terre. S'ils venaient à enfreindre cette règle, ils seraient alors pris en chasse par des policiers spéciaux dont le nom de code est Blade Runner.
Pourtant 4 d'entre eux vont, pour des raisons obscures, enfreindre la loi, forçant ainsi avec réticence Rick Descartes, l'un des meilleurs agents de l'unité spéciale Blade Runner, à sortir de sa retraite. Film néo-noir de qualité, Blade Runner est époustouflant visuellement, un visuel qui tient la dragée haute à beaucoup de productions cinématographiques d'aujourd'hui. L'ambiance du film est à la fois particulière et hypnotisante, nous faisant plonger dans une atmosphère quasi onirique, difficilement oubliable. De plus, la beauté de la bande originale, composée par Vangelis, accompagne avec grâce le tout de façon captivante. Et pourtant, toutes ces qualités n'auront pas sauvé Blade Runner du trou noir du box-office, n'ayant pas réussi à récupérer son budget de 28 millions de dollars US, ne rapportant que 32,9 millions de dollars au total. La raison de cet échec financier, Blade Runner n'aurait pas eu une campagne marketing digne de ce nom, et c'est sans compter que le film aurait eu des difficultés à attirer un public autre que celui des passionnés de science-fiction. Si cela n'a pourtant pas empêché le film de devenir justement culte, ce même culte se sera aussi révélé insuffisant pour sauver sa suite du même sort en 2017. En effet, Blade Runner 2049 sera aussi un échec au box-office, n'ayant engrangé que 260 millions sur les 185 injectés. La suite aura été sans conteste une réplicante de son aîné. Pas le choix. Et vous, que pensez-vous de cette liste? Connaissez-vous des films de science-fiction qui, malgré leur qualité évidente, n'ont pas gagné leur course au box-office? Faites-moi savoir vos sentiments dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un j'aime ou de partager la vidéo si elle vous a plu. D'ici là, amusez-vous bien et rendez-vous pour la prochaine vidéo.